Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour animer ce panel autour d'un sujet d'actualité, celui de performance économique des DSI et de la transformation des DSI orientée création de valeur. J'ai le plaisir d'être accompagné de 3 experts de l'IT qui vont nous apporter leur retour d'expérience, des bonnes pratiques, les écueils à éviter et les tendances du moment. J'ai le plaisir d'accueillir Narjis Oudgheri, qui est CEO délégué au sein de Société Générale Maroc. Merci beaucoup Narjis d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Si Mohamed Helloum, directeur du pôle SI, Data et Digital au sein du groupe La Ville Vie. Merci Si Mohamed pour la participation. Enfin, Joachim Treyer, associé Cost House France et Valopsia. Joachim, tu es en charge de la practice performance des DSI. Tu animes le groupe de travail de la performance DSI auprès de nos amis du CIGREF et tu es enseignant à Centrale Paris. Merci beaucoup pour ta participation, pour tes déplacements depuis Paris. En introduction, en fait, on vit aujourd'hui une crise sans précédent, une crise qui a été gérée grâce à la mobilisation notamment des DSI, mobilisation rapide et efficace, ce qui a permis en fait de revaloriser le rôle de la DSI, son rôle stratégique et crucial au sein de nos entreprises. En même temps, cette crise nous a rendu au fait obligatoire la poursuite de la digitalisation et de la transformation de nos entreprises. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation que j'appelle un peu les injonctions paradoxales du DSI, c'est-à-dire de devoir investir massivement pour contribuer à la transformation de nos entreprises et en même temps devoir optimiser et réduire les coûts IT dans un contexte économique qui impacte les budgets de l'ensemble des fonctions. Et en même temps, on subit toujours au sein des DSI, on subit en fait un certain nombre d'assertions qui continuent à se propager dans nos entreprises. L'informatique est un centre de coûts. L'informatique coûte cher. Les budgets informatiques n'arrêtent pas d'augmenter. Le système d'information n'est pas fiable. Les demandes, les délais, les projets dépassent les délais et les budgets. Je m'adresse à toi, Joachim. Pourquoi ces assertions continuent à se propager dans nos entreprises ? Bonjour à toutes et tous et merci à l'OSIM de me permettre de partager quelques éléments avec vous ce matin. Pour répondre à ta question, Karim, je pense que un des sujets compliqués, c'est comme tu l'as indiqué, il y a une transformation digitale qui va galopante en ce moment, qui fait que l'IT coûte cher et coûte de plus en plus cher. C'est factuel. La problématique, c'est un peu le syndrome de la boîte noire, c'est-à-dire que, vu d'une direction générale, on sait combien on dépense en IT, parce que la comptabilité vous le dit, en termes de salaire, de prestations externes, de matériel, de logiciel, vous savez combien vous dépensez, mais de là à savoir ce qu'on fait avec l'argent, c'est un autre débat. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on ne maîtrise pas ses budgets, simplement, on a toujours l'impression, vu de l'extérieur, que l'IT, c'est une boîte noire dans laquelle on met beaucoup d'argent et on n'est pas certain de comprendre ce qui est fait avec. D'où la nécessité d'avoir une transparence sur les coûts qui permettent d'éclairer ça et qui permettent finalement aux métiers, à l'entreprise et puis aux directions générales de bien comprendre à quoi sert l'argent dépensé dans l'IT et quelle est la valeur qui est créée par les DSI. Et en complément, en plus, il y a une particularité du métier des DSI que je constate, puisque dans nos activités, on travaille avec toutes sortes de directions dans les entreprises. Les DSI ont une particularité qui est que le digital a 2 facettes. Une facette en entreprise, dont vous êtes les responsables, et puis une facette, j'allais dire, personnelle. Et tout à chacun a chez lui un PC, une box internet, etc. Et cette double facette a pour conséquence que des dirigeants ou des directions métiers en dehors de la DSI, sous prétexte qu'elles ont acheté un PC à titre perso, pensent connaître le coût de mise à disposition d'un PC. Et quand vous annoncez au sein d'une DSI qu'un PC, ça coûte un certain montant par an, ça fait bondir les gens en disant « mais c'est beaucoup trop cher », parce qu'en fait, ils ne comprennent pas ce qui est dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un amalgame entre la vision de l'usage personnel de l'IT chez soi et la vision en entreprise, et ça ne couvre évidemment pas le même périmètre, les mêmes engagements de service, les mêmes niveaux de sécurité. Et là encore, il faut être capable de donner une transparence sur ces éléments pour dire voilà les services qu'on met à disposition, et voilà ce que ça coûte, et voilà la valeur qui est créée. Donc c'est vraiment cette problématique de mettre en valeur les services rendus par l'IT.
Merci beaucoup, Joachim. Donc, je comprends qu'au global, il est important pour la DIC un peu de se marketer et de en fait, montrer la valeur au fait qu'elle crée auprès de ses métiers. Nargis, quand on a commencé à préparer ce panel, tu m'avais parlé au fait d'un projet de transformation de la DIC de Société Générale Maroc, un projet de transformation justement orienté création de valeur. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ton retour d'expérience sur le sujet? Bonjour à tous. D'abord, je me permets de préciser que je suis ravie d'être parmi vous. Et merci à l'OSIM de me donner l'opportunité d'échanger sur une thématique qui fait couler beaucoup d'encre. En termes de pilotage d'EcoIT, en général, les DIC vont passer par 3 paliers. Donc, on a un premier palier qui est élémentaire, où on va mettre en place un pilotage des assets, donc uniquement les assets. Donc ça, c'est le B à bas. On a un deuxième palier qu'on va appeler IT Service Management, où en plus de l'asset management, on va avoir de la capacity management. Donc on va commencer à piloter en plus des assets, les ressources. Donc typiquement, on va mettre en place des solutions de time tracking. Et donc en général, en termes d'outillage, la DIC va utiliser l'ERP de l'entreprise. Et on va compléter cet outillage-là par la mise en place d'une cellule de contrôle de gestion qui va permettre effectivement de donner une vision plutôt bonne des coûts de la DSI. On a ensuite un troisième palier qu'on appelle IT as a Service, où là, on est sur une vision beaucoup plus complète, c'est-à-dire qu'en plus des assets et des capacity management, on va aussi piloter la performance. Mais on reste sur une performance de nature IT. On va avoir des indicateurs de type nombre d'incidents, délai de résolution, etc. Et donc là, on est sur un positionnement client-fournisseur en interne. On va avoir un catalogue de services qui est très riche, très détaillé, qui est chiffré. On va avoir un SLA avec des engagements de services. Et on va avoir déjà un bon niveau de transparence en matière de coûts qui va permettre, notamment dans nos échanges avec les métiers, de donner un costing a priori et de pouvoir même, pour certaines DSI, procéder à une refacturation de ce coût-là à la ligne métier qui a demandé. Donc en général, en termes d'outillage, ici, on est sur deux solutions de type technologie business management, donc TBM. Là, le TBM, en fait, c'est un framework qui permet de recenser l'ensemble des données au niveau de la DSI. Donc c'est data-driven. Donc on va parler de la méthodologie projet, on va parler des people, des compétences, des assets applicatifs, infra, etc. Et qui va permettre à la DSI d'établir et de piloter son budget IT, de suivre la consommation, et aussi de le valoriser. Donc on arrive jusqu'à la capacité de calculer un TCO applicatif ou par service. Donc là, c'est déjà très avancé en termes de suivi des coûts. Par contre, même avec ça, et même sur les DSI, on arrive à ce niveau de maturité-là, la DSI ne va pas réussir à se défaire de sa réputation d'entité rigide, opaque, coûteuse. Alors, nous, au niveau de Société Générale Maroc, on a voulu encore aller plus loin. Donc on est venu enrichir un peu ce palier-là, qui est quand même assez central. Et on y a intégré, on l'a relabellisé. D'ailleurs, il ne s'appelle plus IT as a Service, il s'appelle IT as a Value. Et donc l'idée, c'est de repositionner les équipes technologiques vraiment en accélérateur stratégique de la transformation. Donc là, cet enrichissement va se baser sur 3 questions fondamentales. La première, c'est est-ce que les équipes CO-Tech sont, avec les projets qu'elles mènent, sont alignés avec la stratégie de la banque. Donc il y a un vrai sujet d'alignement continu avec les orientations stratégiques de l'entreprise. La deuxième question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on frugalise l'investissement sur les projets qu'on va mener. Et donc là, typiquement, on va commencer à introduire des notions de business case, de ROI, d'OKR, notamment pour ceux qui sont familiers. Objectives and Key Results. Exactement, pour ceux qui font de l'agile. Et donc là, on parle d'indicateurs non plus technologiques ou techniques, mais on parle d'indicateurs métiers, business. Et donc, c'est des indicateurs sur lesquels les métiers vont être objectivés naturellement, mais aussi les équipes IT.
Et enfin, la dernière question qu'on va devoir aussi regarder et surveiller, c'est une fois qu'on a livré cet investissement-là, est-ce que réellement on a réussi à en tirer les bénéfices qu'on a escomptés au démarrage? Et donc on va avoir des bilans à chaud, des bilans à froid, et on va voir aussi, ça aussi c'est très intéressant, on l'a mis en place sur les périmètres qui sont déjà en agile, des quarterly business review. Et donc ça, c'est vraiment une étape qui est importante parce que ce sont des rendez-vous trimestriels avec le top management où là, ce n'est plus la DIC qui vient justifier à quoi elle dépense son budget, c'est plutôt les métiers qui viennent expliquer en quoi le budget qui leur a été attribué va venir ou contribuer à la réalisation des orientations stratégiques et donc apporter concrètement de la valeur. Et c'est vraiment ça, on arrive à créer une culture de la valeur, avoir une orientation value for money, et donc collectivement, toute l'organisation est challengée. Donc ce n'est plus un sujet DSI, c'est un sujet organisation, c'est un sujet entreprise. Super, merci beaucoup Nergis. Si Mohamed, je me tourne vers toi. Pareil, de la même manière, vous avez au fait au sein de la Belle Vie revu un peu votre organisation avec une orientation produit et donc une orientation plus vers le métier qu'on vient de l'expliquer Nergis. Est-ce que tu pourrais, si Mohamed, partager avec nous ton retour d'expérience? Salam alaikum. Alors, on va essayer peut-être de se dire les choses en face. Et quand vous avez pris la peine de vous déplacer pour venir nous écouter, l'objectif, c'est pas de vous dire des choses que vous pouvez lire un peu partout, des choses qui sont devenues un peu une tarte à la crème que l'on sert à tout le monde. Il faut aussi on est entre nous, il faut aussi se regarder en face. Pourquoi ce sujet économique revient tout le temps? Pourquoi on est obligé de parler de TCO? Pourquoi on est obligé de parler ROI? C'est parce qu'il y a un problème. Il ne faut pas se le cacher, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'image de nous cacher derrière la technicité, de gérer une espèce de boîte noire et d'être complètement déconnecté de la réalité économique de l'entreprise. Ce qui est vrai. Il ne faut pas se voiler la face. Ça fait presque 25 ans que je fais ce métier et on a tendance à se réfugier dans le confort de l'entre-soi et dans la technicité, dans un jargon qui embrouille tout le monde et qui est des fois très, très décorrélé de la réalité de l'entreprise. Et je pense que j'en ai pris conscience quand moi j'ai passé une bonne partie de ma carrière dans le service, par la suite à la tête de la DIC, par la suite à la tête d'un pôle qui chapeaute et la DIC et la Digital Factory. La Digital Factory étant drivée par le business, ça m'a permis de prendre conscience qu'il y a un problème. Pour moi, il y a un problème de communication. Nous avons tendance encore une fois, à nous réfugier derrière la technicité et un peu comme ceux qui travaillent dans le domaine médical et ceux qui travaillent dans le domaine financier, ils ont tendance à vous embrouiller avec un jargon alors que les choses sont simples. Et des fois, ils se réfugient derrière ça pour ne pas dire les choses simplement parce que ça leur donne. Et on est un peu dans le même cas. Ça leur donne une espèce de pouvoir. Et je pense que la première chose à faire, c'est de sortir de ça. D'essayer d'avoir un discours clair, tarija, sans embrouiller les choses. Et deuxièmement, il faut être connecté à la réalité économique. Très souvent, on est complètement déconnecté à la réalité économique et on assiste à beaucoup de mimétisme. Tout le monde veut faire du big data au sens infra, pas au sens analytics, alors qu'il y a peu d'entreprises في المغرب qui sont éligibles. Tout le monde veut faire du Hadoop, mais الشركة الكبيرة في المغرب les données ديالها كاملين peuvent tenir sur une seule baie de stockage, voire sur un seul disque. Tout le monde veut faire du microservice, alors que peut-être l'application la plus visitée في المغرب شحال فيها هاد الناس. Et donc ce mimétisme, cette fuite en avant technologique fait qu'on est complètement décalé, on fait des choses qui sont complètement décorrélées. Je pense qu'il faut commencer par là. Il
faut commencer par être connecté à l'entreprise, à sa réalité économique. Il faut aussi adopter un jargon qui parle. Parce qu'aujourd'hui, ça nous joue des tours. Parce qu'on a l'impression que ça nous protège, mais ça nous joue des tours. Il n'y a qu'à observer le positionnement de l'IT au sein des entreprises marocaines, des DSI au sein des entreprises marocaines. Je fais un organigramme. Le DSI, c'est le N-80 d'El Big Boss. Et ce n'est pas pour rien. Parce que c'est des gens qui vivent dans leur bulle et qui sont complètement déconnectés. Et si je me permets un conseil du haut de mes 25 ans d'expérience, c'est ayez un jargon qui parle à tout le monde, soyez déconnectés et ne vous réfugiez pas derrière la technicité. Une petite parenthèse par rapport à l'expérience La Belle Vie j'ai beaucoup parlé avant de céder le micro. Alors, au sein de La Belle Vie, nous nous sommes lancés dans une transformation digitale il y a à peu près une année et quelques. On l'a fait de façon relativement différente à mon avis, parce que très souvent, on a tendance à créer 2-3 applications, mettre des scrums un peu par-ci, par-là et dire qu'on a fait une transformation digitale, alors que dans la transformation digitale, il y a transformation. Transformer, c'est changer l'essence de la chose. En quoi le fait d'avoir une application en plus change, parce que la transformation digitale, ce n'est pas la transformation de l'informatique, c'est la transformation de l'entreprise. Et je trouve que c'est prétentieux de parler de transformer une entreprise parce qu'on a créé 2-3 applications. Dans le cas de La Belle Vie, je m'en tourne chez Alikom, ce qu'on a fait, c'est très simple. Ça a coïncidé avec l'internationalisation du groupe et le changement du mode de gouvernance, parce que pour ceux qui lisent la presse, et c'est relativement rare pour être souligné, l'un des 2 associés fondateurs vient de céder sa place à une salariée qui est parmi nous depuis 2 ou 3 ans. Et les fondateurs sont en train de se retirer pour être minoritaires et être dans une logique véritablement d'investisseurs et pas une logique de manager. Et pour pouvoir faire cette transformation de l'entreprise, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé un peu la carte les process de l'entreprise. On a mis à la tête de chaque bout quelqu'un qui est métier, à qui on a donné un objectif chiffré, flous, chez Hadrakhra. C'est voilà ce que tu dois ramener en chiffre d'affaires, en marge, en réduction de charges, etc., etc. Et on lui a donné les moyens. Aujourd'hui, l'effort qui a été consenti dans un premier jet, c'est 400 millions de dirhams. Et on n'est pas loin d'avoir équilibré par rapport à ce qu'on a dépensé. Et j'aimerais bien que tout le monde soit dans cette logique. Voilà, maintenant, je vais plus que ça. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, en fait, la démarche que vous avez menée rejoint un peu la vision OKR en responsabilisant le business sur un certain nombre d'indicateurs qu'on va suivre dans le temps. Le deuxième point que je retiens, c'est la nécessité d'avoir un même langage avec le métier, un langage technico-économique qui va permettre au fait, de parler des mêmes sujets. Justement, Joachim, le SIGREF a mis en place depuis plusieurs années un référentiel de pilotage technico-économique, d'ailleurs qu'on a déployé au sein de l'OSIM. Tu as publié cette semaine, je crois, il y a 2 jours, au fait, la nouvelle version de ce modèle, qui s'appelle maintenant un modèle de pilotage économique et écologique de l'IT. Quelles sont les problématiques aujourd'hui qui remontent auprès des DSI en France ? Alors, je voudrais d'abord rebondir sur ce que vient de dire Mohamed, parce que je ressens exactement les mêmes situations auprès des DSI avec lesquels on travaille en France. Et notamment cette problématique de compréhension entre la fonction IT d'un côté et notamment la fonction finance de l'autre. Ce qu'on voit très souvent, c'est que les financiers ne comprennent rien à l'IT et on ne les y aide pas parce qu'effectivement, avec un langage compliqué qui change tout le temps, c'est très difficile quand on n'est pas du métier de se l'approprier. Mais inversement, les choses sont vraies aussi, c'est-à-dire que les concepts financiers, en général, sont mal diffusés au niveau des DSI. Quand on parle de CAPEX, OPEX, amortissement, machin truc, auprès des opérationnels, pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Et finalement, notre métier, Karim et moi, en termes de performance économique IT, c'est d'arriver à faire en sorte que ces 2 mondes se parlent, se comprennent et travaillent ensemble de concert. Et les travaux qu'on mène avec le SIGREF depuis le début des années 2000 ont vocation à justement permettre ça. Donc, tu parlais d'un modèle
on va dire, de pilotage économique IT. Ça a commencé au début des années 2000. Et c'est un modèle qui permet de structurer finalement les coûts de l'IT pour comprendre ce qu'on dépense, comprendre ce qu'on fait avec cet argent et comprendre le coût complet des services pour ensuite pouvoir parler valeur avec les métiers. Et il y a eu plusieurs versions, ça a commencé en 2006, il y a eu une version en 2009, en 2014, en 2018, et on vient de publier il y a 3 jours la version 2022. Alors vous allez me dire pourquoi il y a tout le temps des versions comme ça tous les quelques années. En réalité, les concepts financiers qui sont dans ce modèle n'ont pas changé depuis le début des années 2000. On a une vision compte de résultat, une vision coût décaissé, on gère les amortissements. Ces mécanismes-là, ils n'ont pas changé et je ne pense pas qu'ils vont changer rapidement dans les années qui viennent. Alors, en revanche, les métiers de l'IT, eux, ils ont beaucoup changé. Alors, ce n'est pas qu'une question de vocabulaire. Il y a eu l'arrivée du cloud, les démarches agiles, il y a un certain nombre de choses qui ont beaucoup bougé. Et finalement, les évolutions successives, elles sont là pour permettre de prendre en compte l'évolution de vos métiers et faire en sorte que les entités en dehors de l'IT puissent se les approprier, et notamment en termes de pilotage économique. Et donc les travaux qui ont été menés en 2022 avec le CIGREF, ils ont porté sur 3 sujets majeurs. Le premier, c'est le cloud. Donc, il y avait bien sûr déjà la prise en compte du cloud dans les versions précédentes, mais on a voulu aller un cran plus loin, notamment parce que la promesse qui consiste à dire qu'avec le cloud, on va maîtriser les coûts parce que c'est flexible et puis on peut aller à la hausse ou à la baisse, cette promesse-là, elle n'est tenue que si on le pilote réellement. Sinon, on a un robinet ouvert qui coule à flot et on ne maîtrise pas les dépenses. Et donc, il y a un besoin de déployer des fonctions de type FinOps auprès des DSI, mais qui ne doivent pas travailler en vase clos. Les FinOps doivent être travailler avec le contrôle de gestion, puisque finalement, ça s'inscrit dans l'ensemble des coûts de l'IT. Et donc, il faut être capable d'intégrer correctement les coûts du cloud dans un modèle économique de l'IT pour s'assurer qu'on dépense à bon escient, qu'on contrôle les dépenses du cloud de façon efficace. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième qui a été abordé rejoint la problématique de la valeur. Il y a énormément d'entreprises qui sont en train de basculer sur des modes agiles à l'échelle. Là encore, il y a beaucoup de vocabulaire et on voit des implémentations qui sont très variables selon les contextes. Mais néanmoins, ça se traduit aussi souvent par un changement de paradigme au niveau pilotage budgétaire, où finalement on alloue des budgets en mode capacitaire pour des équipes produits typiquement qui vont travailler sur des produits. Et cette approche-là, d'un point de vue opérationnel, elle a du sens, mais elle ne doit pas rendre les choses opaques. C'est-à-dire qu'on peut avoir alloué un budget en mode capacitaire. À la fin, c'est quand même intéressant d'être capable de dire à un métier ou à une direction générale, sur ce budget en mode capacitaire, voilà le montant qui a été dépensé et qui a permis de créer de la valeur, versus le montant qui a été dépensé juste pour maintenir en conditions opérationnelles qui existaient et corriger des bugs. Et cette problématique-là d'analyse financière, elle nécessite d'intégrer tous les éléments des démarches agiles dans un modèle de coût complet pour être capable justement de produire ces indicateurs-là et de pouvoir avoir un vrai dialogue de savoir là où on a créé de la valeur pour les métiers et pour l'entreprise. Et le troisième et dernier sujet, c'est un sujet qui est récurrent en ce moment auprès de toutes les DSI que je croise, en tout cas en France, c'est celui du pilotage de l'empreinte carbone de l'IT. C'est-à-dire que ça a été évoqué hier dans les différentes tables rondes, il y a un sujet Green IT qui prend de l'ampleur, et c'est normal vu ce que l'on vit actuellement. Et donc cette problématique de savoir finalement quelles sont les émissions carbone associées à l'IT, c'est quelque chose qui n'est pas simple en soi, et qui rejoint la même problématique que le pilotage financier. C'est-à-dire que si vous avez un bilan comptable, vous savez combien vous dépensez en personnel, en matériel, en logiciel. C'est une première approche, mais ce n'est pas suffisant. De la même façon, si vous avez un bilan carbone, vous savez quelles sont les émissions carbone associées à l'électricité, aux achats matériels, etc. de votre DSI. Mais là encore, c'est une vision qui n'est pas suffisante pour piloter les choses, parce que si vous voulez avoir des actions d'optimisation de ces émissions, vous allez mettre des panneaux photovoltaïques. Ça, c'est très bien. Vous allez réduire à ce moment-là la consommation électrique sur des énergies fossiles. Mais un des gros leviers de limitation des émissions carbone, c'est de nouveau de parler d'usage avec les métiers et finalement de se rendre compte de quels sont les usages qui génèrent du carbone. Ça ne marche pas, non ? Il faut que je me rapproche. Pardon, excusez-moi. Je suis désolé.
Et donc effectivement, l'un des enjeux, c'est d'être capable de regarder ça au niveau des usages pour se rendre compte de quels sont les usages qui sont les plus générateurs d'émissions carbone. Et pour faire ça, c'est la même logique que le calcul d'un TCO. Un TCO vous donne le coût complet d'un service. On va appliquer la même logique de modèle de pilotage aux émissions carbone pour être capable de dire qu'un service applicatif, qu'un poste de travail, qu'un projet va émettre une certaine quantité d'équivalent gaz à effet de serre, équivalent carbone. Et là, on peut avoir un dialogue avec le métier pour se rendre compte que est-ce que vraiment ces services-là sont justifiés? Est-ce qu'il en faut vraiment ce volume-là? Et s'ils sont justifiés, à ce moment-là, on peut regarder s'il n'y a pas des alternatives pour essayer de limiter ces émissions carbone de la même façon qu'on analyserait les choses pour essayer de réduire les coûts qui sont dans ces différents services. Voilà ce que c'est le modèle SIGREF. Comme tu le disais, Karim, il a été appliqué à l'OSIM, je crois c'était il y a quelques années. Et il reprend les principes qu'évoquait Nargis sur la logique de TBM, puisqu'on est vraiment dans cette logique de Transactional Business Management. Mohamed, tu voulais réagir? Alors, très rapidement, pour avoir fait l'expérience, il va falloir, le conseil que je me permets de donner, il va falloir intégrer dans les choix d'architecture ces impératifs économiques pour pouvoir calculer un TCO. Là, on a essayé de faire l'exercice qui consiste à... L'exercice, en soi, intellectuellement, il est très simple, mais il est difficile à vendre. En fait, l'exercice revient à dire tel client, qu'il soit une direction, qu'il soit une filiale, me coûte tant. Mais pour savoir combien il me coûte, je dois ventiler comptablement les coûts. Sauf que l'erreur qu'on fait très souvent, c'est qu'on n'en a pas tenu compte au moment de faire des choix technologiques. Et du coup, ça devient de la négociation de marchand de tapis. Kadgoullo, voilà, sur tel système, ça me coûte 100. J'estime que toi, tu me coûtes 30 sur les 100. Comment tu l'as calculé? Kadgoullo, j'ai une clé de répartition. Et là, ça part dans tous les sens. Alors, et donc, le plus simple, c'est intégrer ça en amont. À titre d'exemple, quand vous avez un système financier, par exemple, si vous devez implémenter plusieurs sociétés sur le même système financier, qu'il soit SAP, Sage ou Oracle ou autre, essayez d'avoir des instances différentes. Parce que là, ça coupe court à tout débat. Quand vous êtes en train de créer des domaines dans votre forêt AD, essayez de respecter l'organisation, de façon à ce que derrière, à titre d'exemple, j'essaye d'être concret, à titre d'exemple, vous avez un contrôleur de domaine secondaire par entité. Donc là, il n'y a pas de débat, c'est ce contrôleur de domaine qui travaille pour tes gars, donc c'est toi qui le payes. Et donc, si on n'intègre pas ça en amont, parce que je vous dis ça parce que j'ai fait l'exercice, même si on fait l'exercice de façon intellectuellement construite, derrière, ça donne lieu à des négociations qui sont difficiles à faire aboutir. Voilà. On va en reparler tout à l'heure, notamment de cette problématique de facturation, showback, chargeback vis-à-vis du métier, et en fait l'utilisation de données technico-économiques, les CPU, les jours hommes, les gigaoctets de stockage, tout ça, pour permettre en fait cette répartition des coûts qui est par nature et de plus en plus indirecte au sein des DSI. Mais je reviens sur l'intervention de Joachim, parce que je note les 3 enjeux majeurs: cloud, agilité, empreinte carbone. Et on parle beaucoup de l'agilité à l'échelle, avec ce qui va avec en termes d'organisation. On va apparaître de nouvelles organisations. Tu as parlé, Mohamed, des Digital Factory, de Data Factory. On va apparaître de nouveaux rôles, on va apparaître des besoins de nouvelles compétences. Justement, Nargis, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu penses au fait de ces nouvelles organisations? Quelle est la meilleure façon d'adapter la DSI à cette transformation digitale? Alors là, Karim, tu poses le problème du modèle opérationnel de la DSI. Et ce modèle-là, il faut vraiment le positionner comme un catalyseur de la transformation. On parle de transformation digitale et d'accélération digitale. Et donc, c'est une accélération parce qu'à côté de ça, nous avons une nouvelle génération de clients. Donc, c'est des générations de millennials qui ont de nouveaux besoins, qui sont très bien informés, qui sont très exigeants, qui sont ultra connectés, exigeants en termes de disponibilité, exigeants en termes d'omnicanalité, de capacité de self-care.
Et ces besoins-là évoluent tout le temps. Et donc se pose la question d'être en capacité d'y répondre de façon rapide. Jusqu'à très récemment, en tout cas au niveau de Société Générale Maroc, nous avions en général le réflexe progiciel. Sauf que la réalité, c'est que très peu d'éditeurs sont agiles. Et donc, il était important pour nous de pouvoir répondre de manière continue et d'assurer un bon time to market pour répondre à ces nouveaux besoins. Et donc là, on s'est posé la question d'avoir le bon mix build-buy. C'est-à-dire, quels sont les assets sur lesquels on doit prendre la main de façon à être en mesure de répondre à un besoin qui est urgent, qui évolue tout le temps. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a créé une Digital Factory, effectivement, donc ça date de 2018, et on a créé aussi une Data Factory pour pouvoir commencer à exploiter la donnée sur la base de modèles analytics, etc., dans un objectif de mieux servir les clients. Donc cette Digital Factory, elle a démarré avec une squad. Alors aujourd'hui, on a plus de 7 tribes, donc on est à l'échelle, on est effectivement tribu. Donc chacune des tribes est composée de plusieurs squads, et la tribe va travailler sur toute une chaîne de valeur front to back. Donc dans ce contexte-là, et aussi en termes de méthodologie, mais on a commencé à parler de l'agile. Donc, mais ce n'est pas seulement une méthodologie, hein, c'est vraiment c'est un état d'être, c'est un mindset, c'est une culture. Alors avec l'agile, l'agile transcende l'organisation. Mais avant de la transcender, il commence d'abord par la chambouler. Et c'est vraiment chamboulé. Parce que le business, anciennement, était une partie prenante du projet. Il était end-user, il était contributeur, il était au mieux sponsor. Avec l'agile, il est owner du delivery. Et donc c'est lui qui va définir le besoin, c'est lui qui va le prioriser, c'est lui qui va le monétiser. Et à ce titre-là, il va être objectivé lui-même sur la création de valeur derrière. Mais il n'est pas le seul à être objectivé sur la valeur. Il y a aussi les équipes IT qui travaillent avec lui, qui sont de la même manière objectivées sur la création de valeur. Dans ce contexte-là, on a vu effectivement apparaître de nouveaux rôles. Donc on va parler de Product Owner, de Scrum Master, de Tribe Lead, etc. Et donc il était important pour nous d'accompagner toute l'organisation dans cette transformation. À commencer par la RH. Voilà. Et donc dans ce contexte-là, avec un objectif de prendre la main sur toute la couche de distribution en interne, il a fallu se doter de nouvelles compétences. Et donc là, on a 2 leviers principaux. Donc on a déjà des ressources IT qu'il va falloir reskiller, upskiller, pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Et puis de la même manière, on a un autre axe où on travaille sur des solutions d'agile sourcing, notamment en mettant en place des partenariats avec l'écosystème FinTech Startup, de façon à être encore plus agile, aller plus loin et pouvoir sourcer de manière rapide les compétences dont on a besoin. Voilà. Super. Ça me fait particulièrement plaisir ta remarque sur les FinTech et les startups. Si je reprends ma casquette de président de Réseau Entreprendre Casablanca, et donc c'est toujours important en fait, faisant appel à des startups, de pouvoir en fait contribuer à la Startup Nation dont on a parlé hier. Justement, tu as parlé de la complexité au fait de l'organisation pour tenir compte au fait de ces nouvelles méthodologies, de ces nouveaux rôles, et notamment l'articulation des rôles avec l'organisation. De la même manière, on avait apparaître des nouvelles fonctions, des data factory, des digital factory. Si Mohamed, quel est ton regard sur ces nouvelles organisations? Quels sont leurs avantages, leurs inconvénients? Quels sont les prérequis pour mettre en place ce type d'organisation? Alors, pour l'avoir expérimenté, en fait, ça apporte énormément à l'entreprise. Comme disait Madame, ça se fait forcément dans la douleur au début. Il y a forcément un rejet. Parce qu'on voit débarquer des gens qui sont très souvent mieux payés que la moyenne et qui sont très souvent qui ont tendance à outrepasser certaines règles qui s'imposent aux anciens. C'est comme ça que ça se passe en général, qui sont choyés, qui sont les seuls techos qui ont accès à des niveaux auxquels les informaticiens, l'informaticien de base, l'infanterie,
n'a pas accès. Et ça crée forcément une cassure, mais ça apporte énormément, ça crée une dynamique et ça apporte énormément à l'entreprise. D'un point de vue organisationnel, le constat que je fais, c'est qu'on assiste à... Il y a deux modèles qui ont montré leurs limites, et nous, on a choisi quelque chose de différent qui me semble être un bon compromis. Le premier modèle consiste à avoir une direction digitale, qui est dans un premier temps une Digital Factory, et une DSI qui sont complètement indépendantes. En général, c'est la guerre de tranchées, et en général, la DSI finit par l'emporter. Parce que شادين السوارت شادين الكور بيزنس كيخليه يتركل حتى هي. Et c'est ce qui a fait échouer beaucoup de transformations digitales. كيخليه ينقص حتى هي كيقول له سير انت تبغي ديرها في لابرود واجي. Et donc du coup on finit par perdre l'avantage escompté de cette transformation digitale parce que c'est la DSI qui prend la main, parce qu'elle a un avantage exorbitant. Le core business, les gros systèmes qui peuvent arrêter le business, et donc du coup, c'est eux qui décident et qui finissent par... Et c'est arrivé, je ne veux pas citer de nom, mais c'est arrivé chez certains qui ont fini par acter la chose et transformer la direction digitale en une espèce de sous-direction de la DSI. L'autre façon de faire, c'est ça consiste à les faire quelque part fusionner dès le début. Et là aussi, pareil, on va avoir les mêmes phénomènes et les mêmes guéguerres. Et soit c'est la guéguerre, soit il y en a un qui tire l'autre vers le mauvais côté. Ce qu'on a choisi, c'est de dire, pour tirer pleinement bénéfice de cette transformation digitale, on va laisser cette direction digitale complètement autonome. Complètement. Elle fait le run d'Yala, elle fait le support Kulchi. Le sourcing Kulchi. Il est complètement autonome de la DSI parce que sinon la DSI va l'absorber. Le problème, c'est qu'ils doivent s'appuyer sur les ressources de la DSI. La décision qu'on a choisie, c'est de créer un pôle et de créer un bonhomme fort. En l'occurrence, c'est Abdorpé, pour faire l'arbitrage. Pour dire que chacun est complètement autonome, mais il y a quelqu'un qui doit arbitrer pour, faire en sorte qu'on ne fusionne pas et qu'on ne tire pas vers le bas et qu'on perd tout ce que l'on escompte comme gain de la Digital Factory, et deux, pour pas qu'il y ait des guéguerres. Donc je pense que c'est, à date, en tout cas en observant ce qui se passe au Maghreb, ce qui me semble être le modèle le moins problématique. Et je donne juste un dernier chiffre, il faut garder à l'esprit. C'est un chiffre de la presse, donc ça vaut ce que ça vaut. Les différents cabinets de conseil estiment que 85% des transformations digitales échouent. C'est pas pour rien. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs types d'organisations possibles, avec chacune ses avantages, ses inconvénients, qu'il faut plutôt au fait adapter l'organisation à la culture de l'entreprise, au business. Je reviens sur le sujet création de valeur par l'IT, et on comprend tous que c'est un enjeu majeur pour l'ensemble des entreprises et des DSI. Mais la création de valeur passe aussi par un meilleur pilotage et optimisation des coûts IT. Joachim, est-ce qu'on continue à piloter le pilotage économique du digital comme on pilotait la DSI auparavant? Est-ce qu'on utilise les mêmes indicateurs? Il y a eu le sujet de la refacturation. Est-ce qu'il est important de refacturer ou pas refacturer les métiers? Comment, en fait, la transformation digitale impacte le pilotage économique? Il y a plusieurs questions en une, là. Sur les indicateurs de pilotage, on voit effectivement pas mal d'évolutions, et notamment dans la transformation digitale, le fait que s'appuyer sur des indicateurs classiques financiers de type ROI, VAN, Payback devient largement insuffisant. Et je rebondis sur ce que disait Nargis, c'est qu'aujourd'hui, il faut tenir compte des attentes de nouvelles générations qui ont besoin d'être satisfaits, sans quoi la transformation digitale sera un échec. Et ça veut dire qu'en termes d'indicateurs de pilotage, au-delà des critères financiers que je viens d'évoquer,
on va en prendre compte d'autres critères. Par exemple, une notion de Net Promoter Score pour voir comment un nouveau produit va être plébiscité ou pas, NPS. Par exemple, le taux de transformation du parcours utilisateur, c'est-à-dire que grâce à un nouveau produit ou service, est-ce que les utilisateurs vont plus loin dans le parcours digital ? Par exemple, les plages d'ouverture d'un service. Avant, vous pouviez avoir un service disponible de 9h à 18h. Est-ce que grâce à des évolutions, c'est tout bête, mais est-ce qu'il est disponible 24/24, 7/7, ce qui devient une attente de pas mal de gens ? Il y a un critère d'inclusion numérique. Est-ce que l'accès au digital est facilité pour des populations qui étaient plutôt réticentes ? Donc tout ça, ce sont des critères qui ne sont pas d'ordre financier, mais qui sont importants à prendre en compte quand on évalue l'enjeu de lancer ou pas un nouveau projet sur un nouveau produit digital. Donc, pour répondre à ta question, oui, je pense que les indicateurs et les critères d'analyse et d'évaluation changent, évoluent, et c'est bien. Et après, sur la problématique de dire est-ce qu'il faut ou pas refacturer les services, là-dessus, la réponse, elle n'est pas univoque. C'est-à-dire que moi, ce que j'observe, c'est qu'il est sain que les métiers connaissent les coûts de l'IT. Parce qu'en fait, on peut toujours dire l'IT coûte cher, mais en réalité, ce n'est pas l'IT qui coûte cher, c'est les ressources IT qu'on dépense pour répondre aux besoins des métiers. Et donc, si on ne dit pas à un métier ce que coûte ce qu'il a demandé, il n'a aucun moyen de réguler sa demande. Et par défaut, un métier va toujours demander le maximum, avec le maximum de sécurité, ça doit marcher 24/24, 7/7, ça jamais tomber en panne, etc. Quand on prend conscience des coûts qui sont associés à ces demandes, on peut être amené à les réviser. Il y a certains systèmes qui n'ont pas besoin de fonctionner 24/24, 7/7. Il y a certains systèmes qui n'ont pas besoin d'avoir un niveau de sécurisation absolument maximum, typiquement. Et donc, il y a besoin, à mon sens, pas forcément de facturer les services, mais au moins de faire ce qu'on appelle du showback, c'est-à-dire de dire à un métier, tu as demandé ça, voilà ce que ça coûte, à la fois en termes de mise en œuvre et puis en termes de coûts récurrents qui s'en suivent. En revanche, il y a certains cas de figure, notamment quand des entreprises mettent en place l'IT sous la forme d'un centre de service, une entité juridique finalement un peu indépendante qui rend des services à plusieurs entreprises. Là, on passe dans un mode où il y a effectivement besoin de refacturer dans une logique de chargeback. Ce n'est pas juste du showback, c'est du chargeback, parce qu'en réalité, si cette entreprise IT fournit des services à plusieurs clients, il faut bien être capable de les refacturer, ne serait-ce que pour qu'à la fin, elles soient rentables et à l'équilibre. Avec une problématique fiscale, et notamment au Maroc, depuis la PLF 2021, sur les prix de transfert et la nécessité pour les DSI de documenter les facturations qui sont faites intra-groupe. Si Mohamed, tu voulais réagir ? Un petit complément à ce que disait Joachim. En fait, ce problème, cette question de facturation ne se pose que si les entités sont des entités juridiques à part. Parce que sinon, comptablement, on ne peut pas. La seule façon, c'est, au lieu de facturer le service, on ventile les charges. Voilà, on ne facture pas le service lui-même, mais comptablement aujourd'hui au Maroc, la seule chose qu'on peut faire, c'est j'achète un serveur, si je l'ai payé pas en leasing, donc les dotations d'amortissement, je vais les ventiler sur un certain nombre de centres analytiques. C'est tout ce que je peux faire. Mais la facturation n'est pas possible quand ce n'est pas une entité juridique à part entière. Parfait. Avant de passer, on arrive au temps de notre échange, passer à d'éventuelles questions-réponses. Un dernier mot pour chacun d'entre vous sur les mots-clés pour justement accompagner cette transformation de la DSI d'un centre de coût, d'une image qui peut être des fois négative, vers un centre de création de valeur. Quels sont pour vous, en quelques mots, les principaux leviers en fait, à mettre en place ? Nergis ? Alors, très rapidement, on a beaucoup parlé de budget d'investissement, mais il y a un sujet aussi autour de l'OPEX. Donc, c'est le budget de fonctionnement qui est récurrent. Et sur ce sujet-là en particulier, moi, ce que j'aimerais partager, c'est qu'en termes d'optimisation de coûts, et sans jeu de mots, il ne faut pas faire l'économie du collectif. Donc au niveau de Société Générale Maroc, on a lancé une grande réflexion sur la structure de coûts, qui est globale, qui va au-delà de la DSI. Et donc on a été les premiers surpris de la mobilisation et de l'ownership qui a été démontré dans cet exercice-là. Donc voilà, donc moi je lance le hashtag IT as a value.
Donc n'hésitez pas tous à me taguer. Je serai très intéressée pour suivre également vos initiatives en matière d'optimisation de coûts. Super. Alors, le mot de la fin, en ce qui me concerne, déjà, je voudrais vous féliciter de l'organisation de ces 3 jours de ZIM. Je suis assez impressionné de la façon dont ça s'est déroulé, du niveau des interventions. Merci, Aziz. Alors, en représentant du bureau. Bravo. Mais c'est vrai qu'il y a une mobilisation très forte sur 3 jours. Je trouve ça très bien. Et peut-être pour finir donc, sur le mot de la fin concernant notre table ronde là, en ce qui me concerne, je pense que c'est le terme de décloisonnement. C'est-à-dire que la performance économique de l'IT, ça ne peut pas être un sujet que des DSI, ça ne peut pas être un sujet que de la direction financière. Ça doit impliquer un travail de concert entre l'IT, la finance, les métiers. Et donc, il faut que chacun comprenne les enjeux, les intérêts de l'autre, que chacun comprenne le métier de l'autre. Et c'est en travaillant ensemble que vous allez arriver à bien comprendre les coûts et ensuite à activer des leviers d'optimisation. C'est Mohamed. Alors, moi, très rapidement, il ne faut surtout pas oublier que, en tout cas pour ceux qui travaillent dans le privé, que vous travaillez pour un actionnaire qui a sorti de l'argent de sa poche pour l'investir et pour créer de la valeur. Tout le reste n'est qu'un moyen. Et arrêter le mimétisme. Voilà, merci. Alors, en quelques minutes, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez interpeller nos 3 experts sur un sujet en particulier? Najwa, une question pour Najis. Merci pour ces échanges, en tout cas que je trouve très intéressants. Moi, je voulais juste souligner un petit point qui n'a pas été abordé et pour moi est essentiel. C'est cette capacité de renoncer. Je pense que c'est important à un certain moment de pouvoir se dire tel truc ne marche pas, donc je l'abandonne. Tel business ne marche pas. Et ça, c'est un vecteur important parce qu'on a tous du mal à se dire la vérité en face, comme disait monsieur. Et on continue à investir, à rajouter, à rafistoler des choses, à mettre des rustines et se dire peut-être qu'un jour ça marchera. Donc cette capacité de renoncer, et on le sait, nous on l'a vécu, on a du mal à le faire, et elle est importante parce qu'on cumule des couches, on cumule des layers, et quelque part, on ne se retrouve pas dans nos coûts à la fin. Donc voilà, c'était juste un commentaire par rapport à ça. Il faut se donner le droit à l'échec. Et des fois, arrêter des projets ou arrêter des produits, en fait, ça peut être une très bonne décision de gestion. La problématique, c'est que c'est souvent difficile à prendre comme décision. Merci déjà pour les panélistes, c'était très intéressant. Parler de coûts et d'économie des DSI, il y a un poste, la masse salariale qui est important. Avec l'évolution des métiers, même dans la DSI, même dans tout ce qui est informatique, avec la rareté aujourd'hui de plus en plus des compétences. Oui. Est-ce qu'il y a des orientations aujourd'hui par rapport à ce point ? Surtout, j'imagine, dans un contexte de rareté de ressources IT, on ne trouve pas toujours en fait, toutes les compétences. Comment optimiser et piloter en fait, les ressources humaines au sein des DSI ? Merci pour cette question parce que c'est effectivement un enjeu qui est majeur et qui nous impacte beaucoup en ce moment. Donc il y a un chiffre aussi qui est sorti dernièrement, 50% de nos ingénieurs vont à l'étranger. Et sur les 50 qui restent, il y a une bonne partie qui travaille en remote pour des entités étrangères. Donc c'est un vrai problème. Alors j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, hein, donc via des initiatives de reskilling, d'upskilling, et j'aimerais partager avec vous une expérience qui est très intéressante qu'on a mis en place. Donc on a lancé une initiative récemment, on a lancé une initiative de reskilling dev. On a été chercher des capacités, des potentiels au niveau de toute l'organisation et en dehors de la DSI, avec des gens qui sont motivés. Et donc on a mis en place tout un processus de sélection et on est en train de les accompagner. On leur propose un parcours de formation. Donc ils sont chargés d'accueil, ils sont directeurs d'agence, ils sont agents back-office aujourd'hui. Et ils vont suivre un programme diplômant qui vont leur permettre d'intégrer le pôle CO Tech et occuper des postes de data scientist pour certains,
de développeurs, de DevOps, etc. Donc ça, c'est une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, c'est qu'on essaie, et j'en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est qu'on travaille sur des partenariats avec l'écosystème FinTech. Donc c'est important qu'on puisse sortir de cette logique d'avoir un prestataire en régie qui est là pour exécuter un projet qui souvent va s'éterniser, qu'on a du mal à piloter, à orienter valeur et objectiver. Donc l'idée, c'est de travailler sur des partenariats comme ça qui sont capables de nous accompagner sur la durée et qu'on partage des objectifs communs autour de la création de valeur. Juste un complément, effectivement, par rapport à la question. Je pense qu'on anime, nous, un groupe de benchmark dans lequel on constate un chiffre qui est très constant, c'est qu'il y a 70% des dépenses IT qui sont liées à de la main-d'œuvre, donc du personnel interne ou de la prestation. Donc c'est vraiment le facteur clé. Et il y a une vraie problématique d'arriver à trouver des talents et des ressources. Et je ne sais pas si c'est une problématique que vous avez au Maroc, mais quand je regarde la salle, je pense que c'est comme en France. Il y a un problème qui est lié à la parité. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas de jeunes femmes qui vont dans l'IT. Et il y en a de moins en moins. Et c'est catastrophique parce qu'on se coupe de la moitié du marché et il n'y a aucune raison objective qu'elles ne viennent pas là. Et donc ça, c'est un des sujets, c'est attirer finalement des talents féminins qui vont aider aussi à travailler au sein de toutes les entreprises IT en France ou au Maroc. Alors, un petit complément. Alors, au Maghreb, on a une tension sur une population d'informaticiens qui sont les Bac plus 4, Bac plus 5. Mais en fait, on a fait le Maghreb une armée de Bac plus 2, très souvent qui sont contraints de faire autre chose, de faire du handling, parce qu'on ne leur propose pas, et ça c'est la réalité du marché. Les gens qui sortent et des formations similaires sont obligés, j'en ai vu des tonnes, qui sont obligés d'aller faire du handling, d'aller faire le flaha, le bni, alors qu'ils ont un Bac plus 2 ou un niveau Bac plus 2 flighty. C'est vrai que ça ne vole pas très haut, mais en tout cas, le choix qu'on a fait, c'est d'investir sur ces gens-là. On est lucide, on sait qu'en les formant quelque part, ils finiront par être aspirés par le marché parce qu'il y a une tension. Mais au moins, si on les garde pendant 4 سنين ou 5 سنين, nous, on gagne, ils gagnent. Donc la tension, s'il y a une tension, on rassure une sous-population qui est loin d'être majoritaire dans la population informatique de façon générale. Merci beaucoup, Si Mohamed. Merci beaucoup, Nargis. Merci, Joachim. C'est un plaisir de partager avec vous ces réflexions. Merci à vous toutes et à vous tous.